la question qui m'anime beaucoup est celle de mais qu'est donc cet analyste et qui sommes-nous pour nous autoriser de cette manière-là à nous prétendre analystes auprès de quelqu'un d'autre? Et donc, voilà, j'ai essayé d'explorer ça de diverses manières. La dernière, comme Joël le disait, est à l'université. Et voilà, j'ai pu au moins commencer à me rendre compte aussi de ce qu'était, par exemple, un enseignement de psychologie dans une université. Et c'est dans ce contexte-là que j'ai écrit ce papier. Donc voilà, ça éclaire un peu une partie des choses. J'ai aussi, alors moi je vais déjà partager mon écran, j'ai aussi comment donner un titre un peu particulier, on va dire, à ce papier, parce que le but de nos dires en chantier sont de tenter de réfléchir à une pratique contemporaine, une pratique au XXIe siècle, et comment renouveler la pensée à ce niveau-là. Il me semblait toujours intéressant d'imaginer que des réflexions de façon générale peuvent naître de type, pourquoi pas analytique, sans pour autant être directement inspiré par le corpus lui-même. Donc dans ce cas-ci, j'aime bien l'idée de donner ce titre, Satisfiction. C'est un titre en anglais en fait, hein, Satisfaction Fictitious. Et c'est le titre d'une chanson d'un rappeur célèbre aux États-Unis, dans le monde, qui s'appelle Dr. Dre. Et je trouve sympa que dans une contre-culture telle que celle-là, des choses telles que celle-ci puissent émerger, c'est-à-dire un mot valise qui, en même temps, reflète très bien le côté fictionnel, pour le prendre du côté de Lacan, de la satisfaction elle-même. Et donc voilà, je vais essayer de développer ça et de ne pas être trop long, mais n'hésitez pas à m'interrompre et à poser des questions. Voilà, aujourd'hui, je vais lire, j'essaie d'improviser en général, mais ça risquerait d'être un peu compliqué. Donc voilà, j'entame le texte avec, comme vous pouvez le voir, le tableau de la sexuation, qui me semble, enfin qui pour moi était une véritable découverte dans le corpus et qui me renvoie sans cesse à la nécessité d'une réflexion dynamique, d'une tension entre sujet et objet, et de la nature paradoxale de chacun des savoirs auxquels on est confronté en psychanalyse. Donc, j'ai repris ça directement du séminaire encore. Le tableau apparaît tel quel et la citation est celle qui est en dessous. Voilà ce que Lacan dit. Donc, après ce que je viens de vous mettre au tableau, vous pourriez croire que vous savez tout. Il faut vous en garder, justement parce que nous allons aujourd'hui essayer de parler de savoir. De ce savoir que dans l'inscription des discours, ceux dont j'ai cru pouvoir vous exemplifier que ce supporte le lien social, dans cette inscription des discours, j'ai écrit S2 pour symboliser ce savoir. Il y a en tout cas voilà, une question essentielle qui est: quel est donc le savoir en psychanalyse, le savoir du psychanalyste? Et ce que j'aime bien dans la citation, c'est la notion de discours et de lien social. J'entends, et surtout, bon, j'imagine dans les cercles psychologisants, quelque chose, et dans l'air du temps, hein, quelque chose de très émancipateur à l'endroit de l'individu. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, peut-être, on oublie trop vite, trop souvent, l'inscription collective de l'inconscient. Et donc, je trouve que cette citation nous le rappelle bien. Donc voilà, si on accepte depuis Freud que ce n'est pas l'organisation consciente de nos pensées et de nos émotions qui nous permet d'avoir un regard objectif sur la nature de la subjectivité humaine et de la complexité des relations qui en découlent, si de cette manière nous sommes prêts à accorder une attention centrale à l'hypothèse d'un inconscient, il me semble important de dire que c'est bien une hypothèse, et d'une division primordiale du sujet, contre les idées aujourd'hui vastement répandues que la subjectivité est acquise ou présupposée, menant à des conceptions telles que la pleine conscience, alors il nous semble que la seule voie de travail et de réflexion à emprunter sera aussi tortueuse et contre-intuitive que celle de l'émergence de la subjectivité, marquée dès l'origine par une relation primordiale à l'autre et traversée, fondamentalement médiée par un langage complexe qui éloigne le par-l'être d'un quelconque état de nature. Donc, pour revenir aussi sur le contexte,
À l'université, on nous demande régulièrement donc je viens de terminer un troisième cycle, et on nous demande régulièrement d'amener des vignettes cliniques. Et la vignette n'est pas sans poser problème dans la pratique analytique de manière générale, en tout cas il me semble. Par contre, à l'université, dans un contexte psychologisant, c'est un peu comme une clé, un pied de voûte, et à chaque fois qu'on se retrouve en classe dans ces locaux de l'université et qu'on nous demande à chacun d'amener des vignettes pour les discuter en commun. Ce qui me frappe, c'est l'importance que chacun, d'une part, accorde au diagnostic différentiel. Et donc, c'est cette idée-là que je vais tenter de critiquer ici. Et puis surtout, par rapport à ces précautions, ces bonnes intentions, la façon dont chacun amène quasi à chaque cours un cas de psychose, comme si dans la pratique quotidienne et hors d'institution, on rencontrait en permanence des psychotiques. Bon. Donc, il me semble que c'est plutôt symptomatique côté thérapeute que véritablement qu'il y ait ou qu'on ait le besoin de nommer des psychotiques dans tous les sens. Donc voilà, le graphique ci-dessus et la citation, on est bien d'accord, c'est le tableau, qui l'accompagne constitue l'ouverture de la séance du 13 mars 73 du séminaire de Lacan. Ce que le lecteur ne verra pas ici est que cette citation est directement suivie d'une représentation de 3 discours tels que Lacan les a élaborés les années précédentes. Ce rappel nous semble essentiel avant de plonger plus loin dans notre sujet. La psychanalyse est avant tout une expérience de parole, et c'est bien par l'étude du langage, de façon plus vaste, que nous orienterons notre réflexion tant dans la cure que dans la théorie qui permet de lui donner une certaine direction. Donc la direction, le sens, j'essaye avec Lacan, parce que pour moi c'est une des belles leçons de Lacan, c'est de toujours jouer sur les mots. Et donc cette direction de la cure est aussi ce qui donne un sens. Et d'ailleurs dans le même séminaire, on retrouve une citation de La Fontaine, tirée de L'âne et le chien, qui dit que le sens indique très précisément la direction dans laquelle il échoue. Et donc, il y a cette tension entre sens et direction, et il me semble qu'elle est tout à fait pertinente à l'endroit de notre champ. Et donc, Lacan poursuit, mais donc cette fois-ci, une citation du séminaire, en ouverture du séminaire d'un autre à l'autre, le 13 novembre 68, Lacan nous dit « L'essence de la théorie psychanalytique est un discours sans parole ». Et donc, on a tendance à s'accrocher à la parole avant tout. Néanmoins, il faut bien considérer le discours, l'inscription du discours dans un langage qui dépasse de loin les mots qu'on mettrait directement dessus. Alors, bon, c'est peut-être un détail, mais il n'y a pas d'ordre chronologique aux citations de Lacan que j'ai choisi ici dans le texte. C'est plutôt pour orienter simplement le texte, qui est une sorte d'improvisation, et surtout pour suivre, me semble-t-il, l'esprit de Lacan lui-même, parce que les écrits, le seul texte, soi-disant, de Lacan, les écrits ne sont eux-mêmes pas organisés de manière chronologique. Et donc, il me semble qu'on peut se servir comme ça du corpus lacanien pour articuler des idées et justement pour évidemment les remettre en question en permanence. Donc voilà, pour reprendre la question de départ, dans un contexte d'apprentissage au sein d'un environnement universitaire, c'est la question de la pertinence d'un diagnostic différentiel qui aurait comme fonction d'aider le clinicien à faire une distinction fondamentale entre une structure psychotique d'une part et une structure névrotique de l'autre. L'idée, nous semble-t-il, derrière cette distinction structurelle, puisqu'il n'est pas rien, par sa nature même, elle semble indiquer un trait essentiel de la constitution d'un rapport qui va inscrire le sujet dans la ou dans sa réalité. Cette notion de rapport différentiel nous semble bien sûr centrale et problématique, car ce n'est pas un hasard ici si nous avons décidé d'alimenter notre questionnement de manière contradictoire au départ du célèbre « il n'y a pas de rapport sexuel » et donc par extension des formules de la sexuation. Donc, une des questions qui nous vient en premier lorsque nous reprenons dans ce contexte l'importance d'une séparation de structure est de se demander si le côté différentiel du diagnostic n'aurait pas comme fonction essentielle et inconsciente de rassurer, dans le sens d'un passage constitutif par l'angoisse d'un acte identificatoire, bon, c'est une question, mais donc de rassurer le clinicien dans son approche. J'ai l'impression que l'objet, en tout cas ce qu'on rencontre dans notre propre travail analytique, est notre angoisse par rapport aux désirs qu'on ressent, aux difficultés qu'on
qu'on ressent à s'inscrire dans notre réalité. Et cette angoisse, à un moment ou un autre, il me semble qu'une des clés du travail analytique est d'arriver à l'appréhender, et comme ça, d'arriver à faire avec son symptôme. Peut-être que dans un contexte universitaire dans lequel on appréhende assez vite la psychologie au travers d'un savoir qu'on maîtriserait, eh bien, on oublie cet aspect lié à l'angoisse qui me semble là assez essentiel. Donc voilà, dans un esprit lacanien, il nous semble qu'il y a là matière à effectuer un des renversements qui ont fait la célébrité de notre analyste préféré, c'est-à-dire celui qu'on aime détester, en ramenant la question de la différence à l'endroit du praticien lui-même. Qu'en effet, de la même façon que la psychanalyse nous amène à penser que le fonctionnement dit normal de l'homme se conjuguerait plutôt sur un mode névrotique, car, nous dit Freud, c'est la solution la plus économique, il nous semblerait peut-être trop aisé de vouloir inscrire de cette manière le pathologique du côté de la psychose, dont par exemple la schizophrénie pourrait constituer une forme paradigmatique, puisqu'elle cristalliserait dans le nom même une division non seulement insurmontable, mais également handicapante ou paralysant l'inscription de la personne dans un environnement social. Au départ d'une bonne intention. Et donc l'intention, la bonne intention est là aussi quelque chose qui me semble problématique, dont j'ai cru me rendre compte, en tout cas dans le contexte universitaire, mais à l'endroit de la clinique en général. Je pense que ça vaut la peine de se poser cette question-là. Tiens, où se situe l'éthique de notre travail? Et donc, tout le but ici de ce texte est de tenter d'amener les choses autour d'une réflexion nécessaire à l'endroit d'une éthique. Donc voilà, l'inscription de la dimension langagière, mais comme redoublement, doit être absolument prise en compte dans l'intérêt d'une manipulation du corpus freudo-lacanien dans la pratique. Il s'agit bien d'une praxis. Ce qui était au départ le moyen, la parole comme seule modalité de rencontre dans la cure avec la vérité du sujet, est désormais redoublé dans le fonctionnement de l'outil, c'est-à-dire le langage lui-même. On ne retracera pas ici l'historiographie freudienne, mais c'est notamment par la répétition de séances d'association libre avec ses patients que Freud a découvert la nature sexuelle de la pulsion. Ceci peut paraître tout à fait anecdotique, mais c'est parce que le sexuel revenait sans cesse sans être convoqué qu'il s'est mis à faire partie intégrante du socle symbolique de l'apport freudien à la psychanalyse. Et c'est donc passionnant d'observer que Lacan n'en démord pas. Quels que soient ses détours par la sociologie, la philosophie, la linguistique, la logique, les mathématiques ou la topologie, Lacan décide de conserver la nature sexuelle de la pulsion en lui donnant évidemment un tournant langagier. Ainsi, dans son dernier, qui entre-temps, je me réfère là aussi de cette affaire-là, qui entre-temps n'est plus le dernier parce qu'ils ont encore sorti un séminaire 26, Topologie et le temps, et un séminaire 27 qui est la dissolution. Et donc cette citation-ci vient en séance d'ouverture du moment de conclure, le séminaire 25 de Lacan. Et donc, voilà, Lacan décide de conserver la nature sexuelle de la pulsion en lui donnant un tournant langagier. Donc l'hypothèse, je cite Lacan, que l'inconscient soit une extrapolation n'est pas absurde. Et c'est bien pourquoi Freud a eu recours à ce qu'on appelle la pulsion. La pulsion est quelque chose qui ne se supporte que d'être nommé, et d'être nommé d'une façon qui l'attire, si je puis dire, par les cheveux. C'est-à-dire qu'il présuppose que toute pulsion, au nom de quelque chose qui se trouve exister chez l'enfant, que toute pulsion est sexuelle. Mais rien ne dit que quelque chose mérite d'être appelé pulsion, avec cette inflexion qui la réduit à être sexuelle. Ce qui dans le sexuel importe, c'est le comique. C'est que quand un homme est femme, c'est à ce moment-là qu'il aime, c'est-à-dire qu'il aspire au quelque chose qui est son objet. Par contre, c'est au titre d'homme qu'il désire, c'est-à-dire qu'il se supporte de quelque chose qui s'appelle proprement bandé. Ouais, pour voir le style toujours fleuri de Lacan, qui n'est pas sans m'avoir dérangé au moment de le rencontrer. Donc, 4 ans après l'inscription de ces formules au tableau, on voit que cette dernière citation pourrait s'inscrire en dessous avec une cohérence qui paraît presque troublante. Mais que pouvons-nous donc retirer de ces hypothèses afin de nous guider dans notre pratique analytique? D'abord, il nous semble essentiel de voir que le retour à Freud que Lacan a opéré est resté central jusqu'à la fin de son enseignement. On voit bien ici que c'est par la pulsion que Freud élabore son hypothèse de l'inconscient. Il nous semble essentiel d'ajouter ici que c'est donc bien une subjectivité marquée par un surplus inconscient qui est au centre de la recherche et de l'élaboration d'une théorie psychanalytique et non de la formation de l'inconscient lui-même.
c'est quelque chose dont je remarque souvent. On essaye de parler de l'inconscient comme si c'était lui qui existait, qu'on mettait en cause, qu'on délimitait, alors que bon, c'est plutôt l'inconscient qui accompagne tout le reste. Donc, en prenant une phrase de Lacan devenue quasiment un lieu commun, l'inconscient est structuré comme un langage. C'est bien au comme qu'il faudra prêter la plus grande attention dans nos recherches, c'est-à-dire à la place centrale de la valeur métaphorique et métonymique des productions du langage humain. Qu'ensuite, nous voyons à quel point la pensée lacanienne conserve la sexualité inhérente à la pulsion freudienne, mais en l'associant à une ambiguïté essentielle qui transformera radicalement le regard psychanalytique sur celle-ci. Au passage, il nous semble intéressant de noter que dans la citation, ce qui importe dans le sexuel, c'est le comique. Ici encore, Lacan arrive à manier l'art des contradictions à merveille, car l'inscription subjective se raconte de façon générale, et la psychanalyse n'y fait pas exception, sur un mode tragique, qui permet notamment aux tragédies grecques de l'Antiquité de conserver toute leur portée morale jusqu'à aujourd'hui. On tentera donc ici d'articuler la dernière partie de la citation autour d'une ambivalence inhérente à la sexualisation, constituée par l'intermédiaire d'un choix d'objet. Il y aurait d'une part un travestissement, quand un homme est une femme, par l'amour dans le choix d'objet, qui trouve sa réalisation dans la partie femme du tableau, être le phallus, mais presque comme une question. Et de l'autre, dans la mise en place de la métonymie du désir, qui, là je cite Lacan, qui se supporte de quelque chose, côté masculin donc, dans l'obtention d'un effet corporel, comme objet, bandé, avoir le phallus. Et donc là, une tension entre être et avoir, entre sujet et objet que Lacan manie tout au long de ses séminaires. Et donc, éventuellement, par rapport au comique et au tragique, on pourrait se demander, en tout cas, si le comique n'est pas là une déclinaison au féminin, là où le tragique serait une déclinaison au masculin. Donc, la métaphore de la place de l'objet dans ces dernières associations, qui se divisent logiquement entre une manière de l'être et de l'avoir, renvoie pour nous directement à l'impossibilité du plein accomplissement d'une autre métaphore, celle de la subjectivité. Évidemment, ce n'est pas sans poser quelques problèmes chronologiques, car on sent jusqu'ici une certaine préséance de l'objet sur le sujet, alors que c'est justement le désir comme subjectif qui s'exprime au travers du choix d'objet. Encore un retournement. C'est bien entendu ici qu'on retrouve une des trouvailles lacaniennes par excellence au travers de l'objet A. L'invention d'un objet cause permet d'établir un lien non plus déterminé de façon chronologique, mais purement logique, inspiré directement des avancées de la logique formelle. Cet objet logique nous permet d'interroger autrement le temps et l'espace. Ici, une citation d'Éric Porges. L'objet A est une pierre angulaire de la théorie lacanienne. Il s'est constitué comme objet-cause de désir non spéculaire à partir de l'image de l'autre spéculaire. Lacan n'a reconnu que deux inventions venant de lui, l'objet A puis le réel. Donc, ceci nous permettra un second lien essentiel pour notre argumentation, la notion de réel comme impossible à dire, comme trou dans le symbolique. Ce n'est pas l'objet de notre exposé, mais dans l'élaboration des consistances ou des champs que constituent l'imaginaire, le symbolique et le réel, on pourrait également être tenté de partir d'une chronologie qui alimenterait la réflexion de façon conventionnelle. Le sujet se réveillant au monde serait immédiatement renvoyé à son imaginaire afin de s'y assurer une place. Une médiation de cet être au monde par la rencontre avec l'autre établirait ensuite un lien symbolique avec l'extérieur, permettant de communiquer et inscrire le sujet parmi les autres dans la réalité. In fine, ce ne serait qu'à l'endroit d'une tentative de réalisation complète de son inscription dans le monde que le sujet se rendrait compte de l'impossibilité de cette tâche dans une rencontre traumatique avec le réel. Bon, cette inscription par la chronologie reste évidemment séduisante encore aujourd'hui pour un grand nombre de penseurs, y compris, il me semble, dans le champ analytique, mais c'est évidemment une manière privilégiée pour imaginer remonter à l'origine du traumatisme et retour. C'est là une boutade par rapport à la méthode scientifique, le principe de non-contradiction. Ce qu'on prouve dans un sens, on arrive aussi à le confirmer en remontant la pensée dans l'autre. Et donc, notamment par le recours au récit de vie l'analysant, disant la vérité de son symptôme. Notre thèse ici est qu'il est très important de ne pas commettre cette erreur qui empêcherait sinon une lecture fidèle au corpus lacanien, mais plus grave, qui pourrait vite constituer une résistance au déploiement et à l'interprétation logique du récit de l'analysant à la rencontre de son symptôme du côté de l'analyste. Donc, à prendre trop les choses
au plus près d'une vérité chronologique dans le récit du patient, on risque de passer à côté de quelque chose. Donc, en deux mots, nous pensons que le champ de notre travail analytique se situe dans un mouvement aller-retour entre Freud et Lacan, plutôt que dans le simple dépassement d'une découverte freudienne primordiale, ravivée puis dépassée par Lacan, qui exprimerait une trop grande chronologie, peut-être une hystérie propre à l'efficacité de la pensée scientifique. L'apport lacanien viendrait justement du fait de parler autrement avec Freud en quittant le rapport classique à la logique aristotélicienne et l'espace mathématique euclidien, pour créer à partir de là un nouveau rapport à la même libido freudienne, un déplacement de point de vue permettant une meilleure expression du problème, comme une parallaxe. Donc, la parallaxe est là un concept que je retire d'un penseur slovène, philosophe lacanien, bon, pour autant que ça existe en tout cas en Slovénie, qui s'appelle Slavoj Žižek, et voilà, étant séduit par le nom de parallaxe, je l'utilise même pour mon site internet, comme vous pouvez le voir à l'écran. La parallaxe est un effet d'optique, une manière en cosmologie, par exemple, de situer plus précisément la place d'une étoile, parce que vu la distance et les ondulations de la lumière, on ne peut pas avoir accès directement et précisément à l'endroit de l'objet. Il faut donc partir de deux points de vue différents pour trianguler véritablement la place de l'objet. Une parallaxe évoque d'une autre manière aussi le fait qu'en optique, le changement d'une position par rapport au même objet peut changer la nature de l'objet. Une des meilleures images par rapport à ça sont les petits jouets qui existaient, je pense jusque dans les années 80, disons, où par un jeu de miroir, quand on avait une image devant nous, par exemple d'un cheval, on tournait le petit cube d'un quart de tour, et tout d'un coup, on voyait une clé, une porte, une trompette à la place. Donc voilà, ce changement-là, au niveau de l'objet, c'est ce qu'on appellera ici alors une parallaxe. Donc voilà, après cette longue introduction, nous invitons le lecteur à prendre en compte la notion centrale d'impossibilité qui sert de clé de voûte aux élaborations les plus importantes du corpus freudo-lacanien. Donc c'est bien cette impossibilité structurelle qui sera à la base de l'élaboration des formules de la sexuation découlant sur le fameux « il n'y a pas de rapport sexuel » et constituant le socle de notre élaboration présente. C'est de prime abord très difficile, car contre-intuitif, de penser avec ou autour d'un impossible. Ça demande selon nous également de se dépatouiller, de faire avec la castration, que nous n'aborderons pas ici, car ça nous éloignait de notre propos. Cependant, il nous semble que le fait de se débarrasser, à condition de s'en servir, d'une quête d'unité associée à une perfection que l'on retrouve dans des champs aussi vastes et différents que la religion, la science ou l'idéologie politique, on pourrait ajouter l'éducation, soit un des gestes essentiels de Lacan autour duquel nous tentons de construire notre argumentation. Donc, s'en débarrasser à condition de s'en servir, c'est aussi dans la comparaison d'un grand autre avec une divinité. Voilà, l'un ou l'autre n'existe pas, on s'en débarrasse, mais ça n'est pas comme si un athéisme radical allait d'emblée nous sauver. Il va bien falloir articuler à la fois les conditions de cette présence, de cette absence, et la raison de la manière de s'en servir. Donc l'ensemble de ces arguments nous renvoie vers une logique que Lacan nommera pas toute, marquée par la barre du « il n'y a pas », une inexistence logique qui traversera littéralement le sujet, donc un S barré, dans son rapport à l'autre, un A lui-même barré, et orientera l'ensemble de la pensée lacanienne avant même son élaboration en 1971. On voit clairement que cette logique se déploie dès le séminaire d'identification, 10 ans plus tôt, en 1961, notamment au travers de la notion de Einzigersuch, sur laquelle nous tenterons de revenir plus tard. Mais afin de rester ici proche de notre logique pas toute, une citation alors de Lacan de 1972 dans le séminaire « Le savoir du psychanalyste ». Pas tout, c'est très précisément ce qui résulte de ceci. Non pas que rien ne le limite, mais que la limite est autrement située. Ce qui fait le pas tout, si je puis dire, et je le dirai pour aller vite, c'est ceci, c'est que contrairement à l'inclusion d'un « il existe un X non phi de X », il existe le père dont le dire le situe par rapport, dont le dire non, pardon, le situe par rapport à la fonction phallique. Inversement, c'est en tant qu'il y a le vide, le manque, l'absence de quoi que ce soit qui dénie la fonction phallique au niveau de la femme, qu'inversement, il n'y a rien d'autre que ce quelque chose que le patou formule dans la position de la femme à l'endroit de la fonction phallique. Elle est en effet pour elle pas toute.
Donc, pour reprendre ici les formules de la sexuation, dans la continuité de notre argument contre une chronologie, les deux côtés du tableau de la sexuation reposent sur une simultanéité logique de l'inscription dans la fonction phallique, sur deux manières différentes de dire en même temps la même chose. Donc, d'un côté, on a tout x est phi de x, et de l'autre, ici, on a aucun x n'est pas phi de x. Et donc, ce sont deux manières inverses de dire la même chose. Donc, il n'y a qu'en abordant la même chose, la fonction phallique, de deux manières différentes, au moins à deux reprises donc, qu'on traverse l'impasse que constitue la vérité comme toute inhérente à celle-ci. C'est bien cette impasse logique qui sert de moteur comme fonction au désir du sujet et à la constitution de son moi. Mais c'est ici également que la notion de désir va prendre une nouvelle tournure à partir de ce que nous nommerons un virage par la jouissance, que Lacan marquera particulièrement à partir du séminaire encore. Ce redoublement par la jouissance ne nous semble possible qu'à partir des variations autour de l'objet A, qui prend 4 formes et 4 places dans le discours. Il nous semble intéressant de nommer... J'en ai perdu, voilà. Il nous semble intéressant de noter que la 4e forme correspond dans le discours de l'analyste à la voix, donnant sa radicalité à l'invention de l'objet A par Lacan, nous éloignons une fois de plus d'une clinique intersubjective. Autrement dit, à la place du sujet de l'inconscient qui suppose immanquablement un substrat, un support ou un supposé, nous aurions le principe de fonctionnement dont on retrouve l'élaboration chez Kant, lequel ne peut se comprendre qu'à partir de l'objet A en acte. Fondamentalement, l'objet A dans sa 4e forme, rien radical ou nihil negativum, dont on retrouve les prémices logiques au départ d'Aristote, dans la 4e partie du cadran ci-dessous, dès le séminaire d'identification. Pardon, Michel, tu peux lire un petit lentement? Oui, oui. Merci. Parce que c'est très, très intéressant, mais c'est très... C'est besoin simultanément de penser un petit aussi. Merci, merci. J'essaye de ne pas prendre trop de temps, mais oui, je vais essayer de lire ça oui, merci. plus lentement. Donc ici, on a le cadran de Peirce, le cadran logique, et Peirce, je ne sais plus, je l'avais noté quelque part, mais est un logicien du début du XXe siècle qui remet ici dans le cadran en question la logique classique qui date d'Aristote, autour de laquelle il compose des déterminations universelles et particulières, une façon d'organiser logiquement l'espace symbolique dans lequel nous évoluons. Bon, donc je vais vous le lire, ce sera plus facile. Voilà, il est né en 1839 et décédé en 1914. Je vais vous lire la citation de Lacan issue de la séance de fermeture du séminaire d'identification, où justement la notion de trait unaire, Einzigersuch, prend une importance centrale. Donc, l'objet aristotélicien, car c'est bien ainsi qu'il faut l'appeler, a justement, si je puis dire, pour propriété de pouvoir avoir des propriétés qui lui appartiennent en propre, des attributs. Et ce sont ceux-ci qui définissent les classes. Or, ceci est une construction. Il ne doit qu'à confondre ce que j'appellerais, faute de mieux, les catégories de l'être et de l'avoir. Donc, on a toujours cette tension entre être et avoir qui revient et qui détermine cette espèce de tension qu'on retrouve en permanence dans une réflexion entre sujet et objet, aller-retour. Donc, je vous ai mis une version plus complète du fameux cadran qui est issu de, enfin je l'ai un peu agrémenté, mais qui est issu de l'intégrale de Lally, des séminaires de Lacan. Et donc on voit les différentes composantes de ces oppositions universelles particulières, affirmation, négation. Donc voilà, donc déjà cette fonction décisive de l'attribut, je vous l'ai montré dans le cadran. C'est l'introduction du trait unaire qui distingue la partie phasique
où il sera dit par exemple que tout trait est vertical, ce qui n'implique en soi l'existence d'aucun trait de la partie lexique. Donc la partie gauche, ici, est la partie lexique, la partie droite est la partie phasique, et on a beau dire que l'inscription du sujet se fait à travers un trait vertical, qui serait alors le trait unaire, eh bien, ce n'est pas parce qu'on dit ça qu'il y a nécessairement des traits unaires. Et donc, ça permet d'inscrire du côté droit la même chose, mais sans devoir représenter chacun de ces traits. Donc, mais où il peut n'y en pas avoir. Dire que tout trait est vertical doit être la structure originelle, la fonction d'universalité, d'universalisation propre à une logique fondée sur le trait de la privation. Passe, c'est bien en effet le tout, et si cela se rapporte à quelque chose, c'est à passataille, à la possession. Et peut-être trouverai-je à me faire reprendre si je rapproche ce passe du pos, de possidere et de possum, mais je n'hésite point à le faire. La possession ou non du trait unaire, du trait caractéristique, voilà autour de quoi tourne l'instauration d'une nouvelle logique classificatoire, explicite des sources de l'objet aristotélicien. Peut-être vite une remarque alors à cet endroit-là, on retrouve les catégories de l'être et de l'avoir liées à cette inscription subjective côté masculin ou féminin, et le pass, la passataille, la possession, n'est pas sans éventuellement faire référence à la jouissance, vu qu'on peut là aussi déplacer le mot comme jouir d'un bien, par exemple, le posséder. Donc, afin de poser nos réflexions autour de ce trait unaire et son rapport à l'identification, puis au narcissisme, une parenthèse préalable autour de la notion d'angoisse nous semble intéressante dans la constitution des premières relations d'objets, constituant le départ de l'inscription subjective dans la réalité par l'imaginaire. Donc, pour schématiser, mais c'est absolument central, la mise en place de cette première relation imaginaire se fait par une sorte de destruction créative, un échec primordial, ou du moins la sortie d'un état d'unité, donc de l'infance comme objet de jouissance de la mère, à la rencontre traumatique avec la première figure de l'altérité subjective que constitue habituellement la mère. L'angoisse sert ici comme mise à distance minimale d'une pulsion réelle imaginaire, permettant la sortie du traumatisme par la mise en place d'un sentiment rassurant d'unité retrouvée. Nous n'aurons pas la possibilité de le développer ici, mais le statut de la réussite ou de l'échec dans la mise en place d'un schéma pulsionnel prennent ici un sens particulier. En effet, si on considère que l'échec, de façon mythique par exemple, la perte d'une forme de stase ou d'équilibre originaire, que constitue la rencontre constitutive avec un autre, par un sentiment de malaise tellement grand qu'il doit être primordialement refoulé, il faut noter que la réaction, le refoulement lui-même, constitue la base de l'accès à la suite, c'est-à-dire de la rencontre d'un autre dans la mise en place et l'appartenance à un univers symbolique, une réussite par l'instauration du désir. Le voile de la vérité peut être à partir de là enfin mis en place, mais comme semblant d'unité primordiale. Donc ce qui coupe est paradoxalement aussi ce qui conjoint dans la métaphore du trait unaire. Les deux, en un, à la façon d'une bande de Möbius, inscrivent en tout cas une répétition ou une pulsion. Donc la jouissance est ici abordée comme hors symbolique, réelle au sens d'impossible à dire. Qu'avant de tenter une conclusion dans le sens de la clinique, nous aimerions interroger, via notre élaboration autour de l'objet, ce réel dans son rapport au semblant, ce qui nous semble déterminant pour revenir à notre question initiale d'une inscription normale ou économique du sujet sur un mode névrotique. C'est que c'est précisément à la névrose que rattache la fonction du leurre. Pour cela, faisons un dernier détour par le séminaire L'Angoisse, en 62-63, concernant l'instauration du fantasme pour le sujet, une porte d'entrée dans la réalité. Je cite Lacan, « C'est un leurre de la structure fantasmatique chez le névrosé qui a permis de faire ce premier pas qui s'appelle la pulsion et que Freud a désigné comme tribe. » Donc, ce qui nous questionne donc à l'endroit d'un diagnostic différentiel entre névrose et psychose
et que le décalage originel, voire le délire, et en tout cas la méprise, sont comprises dans les formations normales de l'inconscient. Plutôt que d'envisager une différence structurelle à l'endroit de la différence psychose-névrose, nous proposons plutôt de voir cette même distinction à l'endroit d'une variation de la structure subjective. Donc, par libre association de mots, c'est là que surgit soudainement l'expression « il y a de l'un ». Donc, dans cette perspective, donc de l'un comme ce semblant de vérité qui constituerait l'inscription du sujet. Et celle-là, cette inscription se décline, change en fonction de sa confrontation au réel et peut alors varier, on va dire, d'une expression névrotique jusqu'à une expression psychotique, pour le dire comme ça, mais il n'y aurait pas, en tout cas c'est la thèse que je tente de défendre, il n'y a pas de différence de structure fondamentale. Et donc, pour le dire au départ, avec Jean Houry dans son livre publié en 2016, notamment en collaboration avec le questionnement, les symptômes primaires de la schizophrénie, donc un labarré, n'existe pas plus que la femme. Donc, dans la perspective pas toute par laquelle nous tentons d'inscrire notre réflexion, il n'y a pas plus de rapport structurel entre névrose et psychose qu'il n'y a de rapport sexuel. Il n'y a pas de puzzle dont les pièces s'emboîtent merveilleusement. Bien entendu que dans un moment de délire ou dans l'approche de cas présentant des symptômes aigus de schizophrénie, l'éthique psychanalytique nous amène à manier le transfert avec la plus grande précaution. C'est ça qui revient constamment dans les séminaires cliniques dans les universités. Mais il nous semble que la recherche de symptômes primaires n'aboutira pas à une différence de structure permettant un diagnostic différentiel préalable au bon traitement. Et là aussi, le temps logique nous semble très important. C'est d'abord le diagnostic différentiel et puis le traitement, comme si voilà, le savoir du psychothérapeute permettait d'établir la bonne distinction de départ qui permettrait après d'engager le soin de la personne à laquelle il est confronté. Un peu comme si la vérité était établie d'avance. Donc voilà, et la jouissance fut. Bon. C'est bien évidemment une boutade, car le terme de jouissance est présent chez Lacan dès le premier séminaire, en 1953, et de surcroît chez Freud, où le terme est également repris dans son article de 1914 pour introduire le narcissisme, auquel Lacan fait directement référence. Ceci nous permet de faire une parenthèse autour du redoublement que Lacan effectue dans son retour à Freud, mais comme devant servir, selon nous, de métaphore centrale permettant un effet métonymique, donnant un élan créatif à la manière d'aborder la limite de la métaphore sexuelle chez Freud et de lui redonner un nouveau souffle au travers d'une approche logique et puis topologique. Topologique, c'est ce qui permettra de véritablement manipuler l'objet, c'est ce qui les distingue, en tout cas en mathématiques. Donc les mathématiques, pour continuer dans ce sens-là, mais on pourrait étendre cette réflexion au champ scientifique en général, et je dirais malheureusement, par exemple, à la communication, aujourd'hui aux médias, qui sont presque considérés de la même manière. Donc le champ scientifique en général a pour vocation au niveau langagier de libérer l'humain des vicissitudes du langage courant. La pureté du langage mathématique doit permettre l'intégralité de la transmission d'un message sans en déformer le sens. Également dans toutes les directions. Ce que le passage par la psychanalyse permet ici est évidemment de poser la question de la position subjective qui émergerait d'un tel rapport au langage. La réponse courante est assez simple, elle est absente. Très vite, on peut en effet se rendre compte que le sujet est soit absent de la réflexion, soit présupposé, ce qui n'empêche évidemment pas le calcul d'aboutir. Mais ne pas prendre en compte ce rapport primordial à la subjectivité est un symptôme qui affecte directement tout discours, scientifique d'abord, mais humain en général. On rappellera simplement ici que c'est bien ancré dans un cartésianisme trop souvent simplifié que le sujet de la science c'est le sujet de la science qui est mis en question dans l'approche psychanalytique. En tout cas, c'est quelque chose que je retrouve dans la lecture du séminaire de Lacan de façon assez permanente, et ça l'inscrit bien dans cette seconde moitié du XXe siècle. Ce qui revient de manière systématique est une critique du sujet de la science, ou de la logique qui est déployée dans la méthode scientifique. Donc voilà, là j'ai une citation de la séance d'ouverture de l'objet de la psychanalyse. Donc là, encore une fois, on revient à une réflexion autour de l'objet. Et donc, je cite,
Donc, je n'ai pas franchi à l'instant le pas concernant la création comme science de la psychanalyse, mais on a pu remarquer que j'ai pris pour fil conducteur l'année dernière un certain moment du sujet que je tiens pour être le corrélat essentiel de la science, un moment historiquement défini dont peut-être nous avons à savoir s'il est strictement répétable dans l'expérience, celui que Descartes inaugure et qui s'appelle le cogito. Le cogito, c'est 1637, le discours de la méthode. Ce corrélat qui, comme moment, est le défilé d'un rejet de tout savoir, prétend laisser au sujet un certain amarrage dans l'être dont nous tenons qu'il constitue le sujet de la science dans sa définition, ce terme à prendre au sens d'une porte étroite. Ce fil ne nous a pas guidés en vain, puisqu'il nous a menés à formuler en fin d'année notre division expérimentée du sujet comme division entre le savoir et la vérité, l'accompagnant d'un modèle topologique, la bande de Möbius, qui fait entendre que ce n'est pas d'une distinction d'origine que doit provenir la division où ces deux termes viennent se conjoindre. Donc, hop. Le moment du sujet dont Lacan parle est l'inscription de la subjectivité dans une modernité caractérisée par l'avènement scientifique et technologique, plus encore aujourd'hui évidemment. Nous pensons qu'il est intéressant de voir dans la tentative lacanienne une manière d'interroger dans l'esprit de Freud, mais de façon contemporaine, l'ère du temps accompagnant l'inscription subjective de son époque, donc de façon dynamique, mouvante et changeante au fil du temps. On notera également que ce moment du sujet, cette émergence subjective abordée sous le signe de la division entre le savoir et la vérité, se représente d'une bande de Möbius. Donc à l'écran, cette figure topologique a la spécificité de conjoindre les termes de la division, de laisser coexister, encore une fois dans une simultanéité logique, le rapport différentiel entre savoir et vérité. Ce qui est ici absolument essentiel à prendre en compte est le rapport à l'acte, inscrit au cœur d'un tel modèle topologique. Il faut en effet, pour penser une telle figure à partir d'une plénitude en forme de cercle, effectuer au moins une coupe, un retournement et une jonction. Nous avons ici une belle métaphore par l'acte de l'émergence du sujet de la science. Donc, on le voit à l'écran, comment constituer très simplement une bande de Möbius, et qui a ensuite la propriété principale de d'abord donner l'impression d'avoir deux versants alors qu'il n'y en a qu'un, et dont la propriété au final la plus pratique sera celle du bord qui la constitue, la bande. Et donc, par exemple, bon, ça c'est pas inclus dans le texte, mais juste au niveau graphique, ce qui est peut-être intéressant dans un autre rapport tout aussi mathématique, à imaginer, si on prend la même bande de Möbius avec une torsion supplémentaire, donc un ruban de Möbius à 3 demi-torsions, on enlève les couleurs et au fur et à mesure, on voit là se dessiner un nœud de trèfle. Et en mathématiques, le nœud de trèfle est le premier des nœuds, le premier qui permet d'inscrire quelque chose de l'ordre d'une unité. Donc c'est cette unité-là, de manière composite, qu'on va alors comparer à l'illusion, le semblant du sujet. Donc voilà. Donc l'acte en question, ici, donc le retournement, est bien évidemment l'acte de langage au centre de la Talking Cure, qui nous permet par la métaphore d'opérer un lien essentiel entre le tournant linguistique de Lacan et la sexualité pulsionnelle de Freud, précisément à l'endroit qui nous intéresse ici, dans un au-delà du principe de plaisir et un encore. Il nous semble intéressant de comparer le passage de la première topique freudienne, inconscient, préconscient, conscient, et sa butée sur l'incomplétude du principe de plaisir, se suppléant donc d'une seconde topique, ça, moi, sur moi, qui permet à Freud de penser à un au-delà, au travers notamment de la pulsion de mort et du principe de répétition. Donc, dans l'idée d'une exégèse lacanienne qui respecterait la temporalité de la découverte freudienne, nous pourrions articuler l'esprit d'une première topique lacanienne construite autour d'un principe de désir, suppléé par une seconde topique articulée autour d'un principe de jouissance.
Nous pensons que les 2 fois 2 topiques se conjoignent, comme la bande de Möbius, de manière intéressante au travers de la notion d'objet partiel chez Freud, objet cause chez Lacan, notamment dans son rapport à la sexualité et au narcissisme. Un des objets par excellence, dans une proximité paradigmatique avec la nature sexuelle de la pulsion chez Freud, est bien entendu le signifiant phallus chez Lacan. On retrouve donc ici notre division entre savoir et vérité à l'endroit d'un être ou un avoir, le phallus. On peut ainsi déplacer à l'endroit de la métaphore de la division sexuelle homme qui a le phallus et femme qui est le phallus. Il nous semble intéressant d'interroger cette métaphore côté féminin, car nous pensons qu'être prend ici son sens et sa dimension dans un être le phallus pour un autre. Ce pour un autre, dans ce rapport à la division, nous renvoie dans un contexte analytique ou thérapeutique aux conditions qui permettent, via ce passage par un autre, la mise en place de la clé de voûte du travail, à savoir la dimension du transfert. Ce n'est qu'à partir de là que le travail commence vraiment, l'installation du transfert. L'analysant se questionne sur la vérité de son symptôme au travers de la supposition du savoir d'un autre, qu'est l'analyste. On retrouve ici cette espèce de redoublement et de rencontre entre les élaborations freudiennes et lacaniennes de la direction de la cure. Il nous semble important d'insister sur le fait qu'on retrouve ce redoublement, selon nous, dans la structure même du corpus lacanien, et que ce n'est pas anodin d'y voir dans l'enseignement de Lacan une sorte de tentative par le langage, au travers laquelle la forme rejoindrait le fond de façon énigmatique. Donc, nous ne pouvons ici que spéculer, mais nous trouvons troublant d'observer cette métaphore à l'œuvre dans la succession des séminaires de Lacan. Donc, on observera au départ des écrits techniques de Freud que la relation d'objet constitue le noyau du 4e séminaire de Lacan, instituant une réflexion centrée autour du désir et son interprétation au séminaire 6, pour en cerner les difficultés éthiques, de transfert, d'identification, d'angoisse. Donc, voilà, c'est les séminaires 7, 8, 9 et 10, afin de rebondir une nouvelle fois sur l'objet au séminaire 13 et continuer ainsi sa réflexion entourant la subjectivité par le biais de la jouissance et son impossible à dire, sa dimension réelle, notamment au travers de la notion de symptôme, qui renverrait de manière très intéressante, mais c'est là l'objet d'un autre travail, au trait unaire mentionné plus tôt. Donc, la relation d'objet qui nous permet cette répétition du retour à Freud nous semble ici également centrale dans notre manière d'aborder l'émergence subjective autour d'un principe de jouissance. Contrairement aux réflexions symboliques entourant le phallus, qui se déclinent dans l'ambiguïté d'un désir d'être ou d'avoir vers un objet, une reprise au départ d'un principe de jouissance nous permet de questionner la consistance à partir de l'objet lui-même, notamment dans une distinction de place ou de position autour du désir entre objet cause et objet visé. Donc, cette différence nous donne l'occasion de faire une distinction entre objectivité et objectalité qui nous semble capitale dans la manière dont non seulement le récit d'analysant peut être entendu, accompagné et interprété, mais également dans la façon dont le praticien se place dans le discours qu'il entend et qu'il renvoie. Non seulement nous pensons que les relations d'objets que nous avons abordées jusqu'à présent sont importantes dans une façon de distinguer la pratique analytique d'une rencontre intersubjective, donc d'une subjectivité qui bute sur une sorte de roc de l'objectivation, impossible à dire réel. Mais c'est là aussi que dans le discours de l'analyste, c'est l'objet A qui est en position d'agent et à cet endroit que le praticien nous semble pouvoir agir et accompagner l'analysant dans son travail de relance du désir. En tout cas, la question dans la cure de l'analyste en position d'objet plutôt que de sujet constitue une hypothèse centrale pour nous. Oups, voilà. Je vous mets le graphique que j'ai trouvé sur Internet. Je pense même que au sacrilège, il appartiendrait à un document rédigé par Jacques-Alain Miller, mais je n'en suis plus sûr. Donc, on a ce désir finalement qui ici se retrouve encerclé par 2 manières de concevoir, de percevoir, de poser l'objet. Donc, on a d'une part un objet visé, qui est quelque part ce leurre de la vérité, et de l'autre, un objet cause, et qui situe alors aussi, tant qu'à faire, dans le même
tableau, outre ce rapport à l'objectalité et à l'objectivité, aussi au niveau de la cause, une angoisse, et au niveau de la visée, un amour. Donc au niveau de la conditionnalité, une angoisse, au niveau de l'intentionnalité, l'amour. Bon, voilà. Donc à présent, la question de la subjectivité relancée sous l'angle d'un principe de jouissance articulé autour d'une nouvelle division entre objectalité et objectivité nous permet de dépasser la binarité entre être et avoir liée à la relation d'objet exprimée jusqu'ici. Peut-être, pour tordre un des titres de Lacan dans les écrits, pourrions-nous parler ici de l'être du sujet enfin en question, et pas juste le sujet enfin en question. La jouissance se repère d'une place bien plus complexe à définir, car elle ne se circonscrit pas à la façon d'un objet, mais ici aussi dans le réel d'une division. Le sujet n'est ou n'a pas simplement la jouissance, celle-ci l'accompagne en permanence, se déclinant ainsi sur le même mode que l'inconscient. C'est-à-dire le surplus énoncé en introduction. On imagine la jouissance comme cette espèce de surplus qui accompagne le désir en permanence, qu'on retrouve dans l'acte de langage, qu'on retrouve un peu partout. C'est aussi pourquoi la jouissance ne se repère pas directement, mais dans un après-coup, par les traces, les déchets de son passage, au travers de ce que Lacan nommera le plus de jouir. Dans son rapport à la cause, l'objectivité n'est donc plus associée directement à la jouissance, mais se repère logiquement dans la même temporalité d'un après-coup. Je vais vous remettre ici le tableau reprenant les différentes positions à l'intérieur du discours. Et ici au milieu, on voit les 4 places, la circulation interne à l'endroit du discours, qui sont en fait directement inspirées du cadran de Peirce et du tableau d'impossibilité, de contradiction inhérente à la logique d'Aristote. Donc on a cette même logique en 4 termes qui se décline toujours de manière différente. Donc là aussi, on a d'ailleurs dans le corpus une sorte de répétition qu'on retrouve régulièrement et qui se décline de différentes manières. Je pense que même au passage, vu que j'y pense, mais c'est aussi intéressant d'imaginer ici la ronde des discours. Quand on regarde chacun des discours individuellement, on voit qu'il tourne, entre guillemets, de gauche à droite, alors qu'on voit que dans son ensemble, la ronde elle-même des discours tourne dans l'autre sens, de droite à gauche, qui a aussi une forme de torsion qu'on pourrait éventuellement métaphoriser par cette bande de Möbius. Donc, dans son rapport à la cause, l'objectivité n'est donc plus associée directement à la jouissance, mais se repère logiquement dans la même temporalité d'un après-coup. Le même, ou du moins les parallèles sont ici troublants, que l'après-coup qui enveloppe la découverte de l'objet-cause par déplacement de l'objet visé, du désir, et par extension de l'émergence subjective. Nous pensons que la jouissance est ici un ingrédient central dans l'étude de la subjectivité humaine et que celle-ci suit la même logique, pas toute, qu'on devra chercher hors de son acception aristotélicienne et en dehors d'un espace géométrique euclidien. Ceci nous amène à une réflexion non conventionnelle autour de l'émergence du sujet, et c'est précisément ici que toute la puissance de cette réflexion apparaît. Dans cette perspective, la métaphore de la disparition du sujet associée à la jouissance nous semble devoir être requestionnée. Et donc, cette question-là, par exemple, directement issue de mon propre rapport à l'analyse, parce que, après avoir entamé mon analyse et après l'annonce de la tumeur, les crises d'épilepsie et ainsi de suite, pendant des années et aujourd'hui encore, je souffre, disons, de problèmes de mémoire, ce qui me semble m'a toujours troublé à l'endroit de la psychanalyse, vu que non seulement à travers la psychanalyse, on va dire que j'ai choisi la vie plutôt que la mort, mais dans la manière de porter mon intérêt sur l'objet psychanalyse lui-même, eh bien, je ne suis pas confronté aux mêmes impasses mémorielles, vu que visiblement, j'arrive à en imprimer quelque chose. Et donc, cette impression-là, cette inscription dans la mémoire, je l'ai depuis le début, mais sans savoir comment la travailler, liée plutôt à une forme de jouissance qu'à une forme de plaisir, parce que voilà, sa nature même par rapport à la façon dont je retiens en général les choses me semble troublante ou problématique. Donc, j'ai l'impression qu'on a là éventuellement une question intéressante. Donc ici, voilà la dernière partie du texte, c'est bientôt fini. La nécessité d'une éthique. Et là, je me suis aussi amusé à refaire un aller-retour, cette fois entre anglais et français, à travers un autre rappeur américain,
Donc, je me suis amusé à jouer sur les mots parce que j'ai l'impression que c'est bien à ça qu'en partie Lacan nous invite. Et donc, bon, ça se termine par éthique toc, comme si l'éthique était finalement la chose à laquelle on ne pouvait pas échapper. On a beau vouloir s'inscrire subjectivement, essayer d'élaborer logiquement les choses, l'éthique constitue une forme de vérité sur laquelle on bute, car à cet endroit-là, au moins, on arrive, se dégageant d'une morale, à tenter de dévider les choses pour ne pas les enfermer dans un jugement et ne pas tomber dans l'impasse, par exemple, intersubjective que je tentais de dénoncer plus tôt. Donc, la question de l'usage dans la pratique de telles formules fut posée en cours et à juste titre. Une des choses les plus difficiles à comprendre dans le charabia lacanien et son application clinique est que ces réflexions autour d'un sujet barré et l'inconscient qui l'accompagne nous obligent non pas à redéfinir le pathologique, l'extirpant d'un sens qui présuppose la subjectivité, mais bien d'interroger l'émergence subjective elle-même et au travers de ces déplacements, subversion permanente, subversion subjective. Cette impossibilité à unifier la subjectivité est ce qui doit alerter plus que tout les jeunes cliniciens, bon, dans ce cas-là, j'étais en cours avec des jeunes cliniciens, que nous sommes, afin de nous rendre compte que notre rapport au monde et à la réalité sont tout aussi pathologiques, au sens kantien, que celui de chacun de nos patients ou analysants. Le pathologique ne se manifestera donc pas à être observé objectivement de l'extérieur, mais bien en accompagnant le récit de l'analysant à l'intérieur de sa vérité, plutôt que de le surdéterminer par notre présence, aussi bienveillante soit-elle. C'est ici que notre parenthèse sur le rapport sujet-objet et l'ambiguïté du rôle du praticien accompagnant le récit de l'analysant en place d'objet A dans le discours prend son sens. L'invitation analytique, par la complexité de l'approche lacanienne, est selon nous celle de changer d'abord notre propre regard clinique, notre rapport personnel à l'expression subjective, avant de pathologiser celle de l'autre. Il s'agit ici non pas seulement d'installer l'analysant dans son divan, mais également d'installer autrement le praticien de l'éthique psychanalytique dans son fauteuil. Tentons une question ouverte à l'endroit de la distinction pratique entre morale et éthique. Si on considère la morale comme coutume ritualisée autour d'une répétition sans sujet, car non barrée, absent ou présupposée, rapportée à la nécessité d'une somme sans reste, toujours dans le discours scientifique, de l'universel et du particulier, une somme nulle, en somme, mauvais jeu de mots compris, nous pensons y percevoir l'émergence d'une forme de monade apologétique de l'accomplissement du sujet, une pure réussite. À l'inverse, si nous considérons l'éthique comme acte, et du coup sa place centrale dans la pratique analytique, d'interrogation de cette répétition à l'endroit topologique de l'impossibilité d'une synthèse de l'universel et du particulier, s'il y a bien une tentative initiale d'unification dans les deux cas, c'est ici que l'échec et non la réussite de cette synthèse, donc son ratage comme constitutif, c'est bien cet échec-là qui nous permet d'envisager le sujet barré du sceau de la castration, donc un S barré, comme reste, effet ou symptôme de l'opération signifiante et non comme cause. Aux praticiens de la psychanalyse, donc, d'opérer au sein d'une catégorie logique tierce, le singulier, permettant à l'analysant d'indiquer de façon sans cesse renouvelée, dans la vérité de son récit, de quelle manière ça rate. Ces ratages permettant de pointer des éléments d'inscription subjective à mettre au travail. On pourrait même s'amuser à voir la différence entre S et S barré comme l'échec ou la réussite de l'opération signifiante de la distinction entre sujet et objet. L'ironie ultime, c'est que c'est bien S barré qui symbolise la réussite de l'opération. Donc néanmoins, cette contradiction est elle-même à relativiser, car si nous posons bien une différence à l'endroit de ce qu'on nommera ici une pratique privée, celle-ci sera à nouveau de degré et pas de structure. Fondamentalement, la clinique reste la même, mais il nous semble que lorsque celle-ci est guidée, contrairement aux rencontres subventionnées, par une demande de départ, plus ponctuelle, mais surtout un désir d'adresser son symptôme, du type « je suis là parce que », c'est bien là que le gardez-vous de comprendre lacanien doit sonner comme rappel éthique.
Il nous semble que si le transfert doit être manié avec une autre subtilité à l'endroit de la rationalisation et de l'intersubjectivation ou de l'objectivation, c'est bien à l'endroit de la névrose ordinaire. Donc, même si, par exemple, nous devons admettre que la demande d'immédiateté de la satisfaction du désir semble se généraliser, ça c'est un des symptômes contemporains auxquels on est de manière générale confronté, nous sommes ainsi tentés d'y voir une nouvelle marque de l'inscription collective d'un inconscient qui colle nécessairement à l'ère du temps. C'est là où, par exemple, la psychanalyse, de manière générale, gagne à se questionner autour des dérives du néolibéralisme, de cette affirmation d'une liberté qui serait première, et ainsi de suite. Il y a un tas de questions qui émergent du politique, de l'organisation sociale particulièrement occidentale, qui passe souvent à la trappe et qui, j'en suis à ce niveau-là heureux, fait retour maintenant seulement dans le corpus analytique. Bon. Donc, tel que nous avons tenté d'en faire l'esquisse menant vers cette conclusion, plutôt qu'autour d'un « qui », la question de la clinique se déplace autour d'un « où » ça parle. Notre expérience institutionnelle nous fait actuellement dire que la psychose et l'hystérie nous semblent difficiles à distinguer à l'endroit d'où ça jouit et rendent difficile d'imaginer de quelle manière impulser un mouvement nouveau au désir ou d'en réinscrire quelque chose plus simplement. Mais qu'on nous parle sur un mode paranoïaque de chauffeur de bus qui se mettrait hors service exprès ou d'araignée dans le ventre, voire plus simplement à quel point une rupture amoureuse peut être en mesure de saper l'inscription d'un sujet dans la réalité, cet amour qui est la charnière logique du séminaire encore, ces symptômes doivent être entendus de la même manière et questionnés à la jonction ou à la division de leur vérité et leur savoir à chaque fois de façon singulière. La réalité pour tous s'inscrit dans un espace dont les coordonnées naissent de la limite de celui-ci, son ancrage jusqu'à l'hystérie, la psychose ou la perversion entre la réalité de chacun. Il nous semble important de prendre une certaine distance avec une clinique du particulier qui aboutirait à un tu es ça, universalisable par le versant masculin de la fonction signifiante. Tout X est fonction de X. Donc pour le dire avec Christian Firenze, le diagnostic général serait celui de structure phallique. Il pourrait ensuite se spécifier en différents diagnostics de structure psychotique, névrotique ou perverse, chacune de ces structures pouvant encore davantage s'affiner. Ainsi, la névrose serait obsession, hystérie ou phobie, etc. Et l'opération de spécification pourrait se poursuivre jusqu'à l'individu. Nous posséderions ainsi le concept guide dans lequel il suffirait de ranger le particulier comme des vignettes dans une collection de timbres. Donc ça, c'est issu de Le dire du patou de Christian, sorti dans la revue Essaim, numéro 22 en 2009. Voilà. Donc, afin de rendre la portée métaphorique de l'évitement un tel diagnostic, il nous semble important d'insister sur le fait que ce type de déplacement risque de causer le glissement d'un « tu es ça » vers un « tu es ça », « tu es le ça ». Une clinique acceptant sans prendre en compte logiquement la métaphore du ça, la pulsionnalité, en amont de tout moi, conscient et de tout sujet, qui permet d'articuler l'idée que l'inconscient fonctionne sur le mode d'un toujours déjà, notamment par l'intermédiaire d'un sentiment d'inquiétante étrangeté, d'un amour divisé entre individuel et collectif. Donc une symptomatologie qui prendrait alors en compte l'étiologie d'un patou, tel que nous avons tenté de la dessiner, oblige le clinicien à privilégier la pratique dans une prise en compte du réel de la jouissance, enjeu dans l'expérience de la cure, mais de chaque côté, analyste comme analysant. Pour terminer sur notre question de diagnostic différentiel, sa fonction d'antériorité logique devient ici plus problématique encore que la division ou la distinction qu'elle tente de poser. Il nous semble qu'un tel dispositif clinique ne prend pas assez en compte la spécificité de l'exigence fondamentale d'un travail préalable et continu côté analyste, donc qui doit donc aider le clinicien à éviter de tomber ou de tomber à nouveau dans le piège de l'angoisse, renvoyé à sa propre prise dans le réel et sa traversée du fantasme. C'est là également, nous semble-t-il, que le désir de l'analyste sera continuellement remis au travail par la rencontre en cartel, en séminaire, en colloque, ou autre interassociative, plutôt qu'une succession de vignettes. Donc naturellement, ce schéma ne fonctionne convenablement
que si l'on installe l'objet au cœur de chacun des degrés du moi, moi idéal et idéal du moi, comme un rien absolu, un nihil negativum, qui permet de fonctionner et qui implique question et décision. Donc ici, la question serait, pour en rire un peu avec les formulations de Lacan, Heidegger avec, entre parenthèses, Kant avec Salles, pour essayer de l'articuler dans une autre forme d'équation mathématique. Donc, dans le mouvement de l'utopie primordiale gréco-romaine de l'éros et son incorporation monothéiste d'un retour par l'agapé, nous pensons que l'invention de l'atopie lacanienne moderne, sous le signe d'un évidement de l'objet, nous permet un autre déplacement de perspective vis-à-vis du malaise contemporain dans la culture et son évidemment. Les outils topologiques à notre disposition ne nous permettent-ils pas d'apporter un regard neuf sur la symptomatologie et l'inscription subjective de cette dystopie actuelle? Donc aujourd'hui, une nouvelle catégorie visiblement pathologique fait son apparition, en tout cas dans les milieux anglo-saxons. Je ne sais pas si ça se répand en francophonie, mais notamment Paul Vorag de l'Université de Gand a écrit tout un ouvrage là-dessus sur ce qu'il appelle actual pathology, une pathologie actuelle, quelque chose de l'ordre d'une psychose qui se déclencherait très rapidement comme ça et qui éventuellement disparaîtrait tout aussi vite à la rencontre du fonctionnement social qui deviendrait trop traumatique. Une sorte de sortie, une chute dans la psychose qui se multiplierait un peu dans tous les sens et qui pourrait, à mon avis, aussi expliquer l'espèce d'attachement un peu irrationnel à la psychose dans les universités. Mais bon, ça n'est qu'une théorie. Donc voilà, cette dystopie actuelle que constitue aujourd'hui nos sociétés de consommation. C'est en tout cas au travers de ce redoublement par la théorie que nous souhaitons réfléchir cet autre redoublement qu'on retrouve quotidiennement dans la clinique. Donc une clinique dans laquelle nous n'avons pas simplement affaire avec un sujet, un je, un moi ou un ego, qui ne sont que métaphores d'un nœud qui rattrape l'imaginaire des formations de l'inconscient, réponse à un simple enchaînement du symbolique et du réel. C'est à chaque séance, au travers de la répétition dans la rencontre avec le symptôme qu'on peut, en fonction de ce qui se dégage du récit de l'analysant, pointer à chaque fois de manière renouvelée ou différente comment les divers éléments se nouent dans leur expression. Et donc voilà, à ce niveau-là, j'aimais bien mettre ce graphique-là en conclusion parce que je trouve qu'il exprime bien d'abord l'idée de nouage, hein, on reconnaît bien le nœud borroméen, mais imprime là quelque chose de plus dynamique à l'œuvre. Donc, contrairement à une forme topologique classique, juste d'un nouage entre symbolique, imaginaire et réel, on voit là les différents effets qui, à mon sens, impriment une certaine dynamique dans la représentation elle-même. Et il me semble que pour nous, c'est très important de ne pas se contenter d'images qui nous donneraient une sensation de vérité de chaque chose, mais plutôt d'en imaginer la dynamique permanente, tout comme la dynamique qui, chaque fois, fait émerger, disparaître le sujet de manière continuelle. Bon, ce sera peut-être l'objet d'un exposé futur. Et donc, juste pour vous montrer en topologie ce que ça donne, voilà ce qu'un, entre guillemets, carré topologique pourrait donner dans une figure en mouvement perpétuel. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Oh. J'en ai fini pour aujourd'hui. Bien.